Bonjour tout le monde. Bonjour tous. Si vous m'écoutez, vous pouvez nous donner des petites pouces sur les chats. C'est dans les bas à droite. Ok. Ok, bonjour, merci. Je vois qu'il y a déjà quelques participants. On a Jack, Guillaume, Marc, Chantal, merci, bonjour. Philippe. Donc, on va donner quelques minutes. Et je pense, Julien, je pense qu'on peut commencer. Oui, on peut démarrer doucement et puis les personnes nous rejoindront. Ouais, ouais, allons-y. Oui, on va commencer doucement. Donc, bonjour et merci pour votre participation à notre deuxième webinaire produit chez WhatSense. Donc, c'est sur le revue des fonctionnalités clés de 2023 et un aperçu des nouvelles fonctionnalités pour 2024. Moi, je suis Ana Victoria Torres, responsable de communication et marketing chez WhatSense. Nous avons avec nous aujourd'hui Julien Hervan, directeur de produits. Bonjour Bonjour, Julien. bonjour à tous. Et donc, avant de commencer, quelques informations importantes. Je vais même les répéter dans le chat pour les personnes qui vont nous joindre plus tard. Mais en bas de votre écran, à droite, vous trouverez l'onglet sondage. Nous avons déjà publié 2 sondages, donc je vous invite à participer. C'est très important d'avoir votre retour sur ces petites questions. À droite de l'onglet sondage, vous trouverez l'onglet questions que pendant le webinaire, si vous avez une question particulière sur un sujet de la présentation, quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à utiliser cet onglet pour soumettre toutes vos questions. Timothée Renier de notre équipe support est avec nous aussi aujourd'hui et donc il va répondre directement aux questions posées dans cet onglet. C'est pour ça que c'est très important de poser les questions dans l'onglet questions, pas dans le chat. Vous pouvez également aussi voter pour des questions si vous intéresse. Si quelqu'un a déjà posé la question que vous avez en tête, vous pouvez voter pour elle et ça va monter l'attention sur ces questions et comme ça, on ne va pas la rater. Au-delà de là, à la fin de la présentation, il y aura une section de questions-réponses de 15 minutes. Donc, vous aurez l'opportunité de poser vos questions également sur l'onglet questions et Julien va répondre directement pendant le webinaire. Donc, ça, c'est des informations très importantes. Il y a aussi l'onglet chat. Donc, dans cet onglet, vous pouvez nous dire s'il y a des problèmes d'écran, quelques commentaires, contexte, s'il y a des problèmes de son ou quelque chose comme ça. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais au cas où, elle est là. Et aussi les replays à la fin du webinaire. Vous aurez un mail de Livestorm, la plateforme qu'on utilise pour le webinaire, avec un bouton pour regarder les replays et en lien. OK, donc c'est tout de mon côté. Je laisse la parole à Julien. Très bien, eh bien allons-y. Merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire. Rapidement, l'ordre du jour qu'on va suivre. On va revenir un peu sur le statut de WhatSense aujourd'hui, où nous en sommes. On s'intéressera aux fonctionnalités introduites durant l'année 2023 pour vous donner un peu un aperçu d'ensemble et vous montrer un peu la cohérence de ces fonctionnalités entre elles.
On regardera les plans de WattSense pour l'année 2024 et le focus qui va être le nôtre. Et puis, je m'assurerai d'avoir au moins un échange libre de 15 minutes ensemble dans lequel on pourra échanger sur la base de vos questions, posées à l'écrit ou en fin de session à l'oral aussi. Alors, où en sommes-nous chez WattSense aujourd'hui? Donc, je réintroduis, hein, je me permets. Donc, WattSense a été racheté par Siemens Building Products, une entité du groupe Siemens, en octobre 2021. Néanmoins, et c'est ce qui se traduit à travers ce logo, WattSense reste une entité indépendante du groupe Siemens, rattachée au groupe Siemens France, et à ce titre, et a une certaine autonomie dans le développement de ses produits, hardware ou logiciels. Et cela se traduit aussi par les canaux de vente de nos produits. Donc, nos produits Tower et Bridge sont disponibles à travers les canaux de vente de WattSense et nos nombreux distributeurs que je remercie. Et chez Siemens, les mêmes produits, hein, les mêmes fonctionnalités, c'est vraiment identique, sont sous l'étiquette Connect Box. J'en profite pour décrire les deux produits que nous offrons sur le marché. Donc, Tower et Bridge. Quelle est la différence entre les deux? Donc, Tower, anciennement Box, et Bridge, anciennement Hub. Principale différence, c'est sur les données. Avec le Bridge, les données restent en local. Elles ne vont pas vers les serveurs de WattSense, les serveurs en ligne. Donc, c'est à vous de rapatrier ces données sur une VMS en local ou sur votre broker MQTT, par exemple, pour faire l'archivage et les exploiter. À l'inverse du Tower, qui est une solution, on va dire, tout en un, clé en main, fournie par WattSense. Là, vous avez le stockage des données sur une plateforme web pour en faire de la visualisation de données ou les transférer à vos applicatifs web depuis la plateforme et via une connexion 4G, ce qui vous évite aussi de ramener une connexion Ethernet IP dans votre bâtiment. Sur notre proposition de valeur sur le marché, je dirais qu'aujourd'hui, et c'est surtout le focus sur l'année 2024, cette proposition va aller un cran plus loin. Jusqu'à présent, notre objectif était de rendre les bâtiments de taille intermédiaire communicants et d'abstraire un peu les couches techniques de ces bâtiments avec des nombreux équipements, des différences de protocoles, des protocoles qui ne se parlent pas entre eux, etc., pour permettre à d'autres de venir déployer des applications et d'atteindre les objectifs, des fois des objectifs d'économie d'énergie, des fois tout simplement des objectifs de suivi. Et en 2024, et je vais souvent me répéter dans cette présentation pour insister là-dessus, ce qu'on souhaite faire chez WattSense, c'est de basculer dans le pilotage et de venir démocratiser une offre GTB pour les bâtiments de taille intermédiaire. Ça va vraiment être notre focus cette année et je pense pour les années à venir. D'un point de vue pratique, on reste une équipe de 30 personnes, je l'ai dit tout à l'heure, une équipe indépendante, essentiellement basée à Lyon, même si certains d'entre nous, moi y compris, travaillons ailleurs en France, en télétravail. Nous comptons 30 distributeurs répartis dans 30 pays, dans 15 pays, pardon, à travers le globe. Et enfin, on a l'expérience d'avoir environ 5000 towers et bridges installés sur site, qui nous permet de voir différents cas d'usage, pas que en France, hein, même si essentiellement une audience française aujourd'hui, mais à l'étranger aussi, et d'apprendre de ces cas. On va maintenant aller dans le vif du sujet, à savoir les fonctionnalités qui ont été introduites sur l'année 2023. Pour ce faire, je vais me baser sur un scénario de démo qui est un peu le suivant. Donc là, sur ce schéma, c'est un peu un schéma compliqué, j'essaie de le résumer. Ce qui est en noir, c'est ce qui existe aujourd'hui. Donc je suis un facility manager, un exploitant externe, on va dire, de chaufferie. J'ai un bâtiment collectif dont j'ai un contrat de maintenance sur la chaufferie. Dans ce bâtiment collectif de logement collectif, il y a un local technique. Dans ce local technique, je vais retrouver une chaudière, un contrôleur de chaudière avec un appareil Siemens RVL 480 et la box Watson qui a déjà été connectée. Et j'ai des sondes de température dans des appartements témoins parce que je suis un peu challengé par
le syndic sur la garantie de température de confort. Donc je vais avoir deux sondes de température qui sont sans fil en LoRa connectées à la box WattSense. Ça, c'est aujourd'hui. L'objectif de mon intervention en tant qu'exploitant, ça va être d'anticiper une intervention sur site dans laquelle on m'a demandé de venir connecter des vannes thermostatiques sur les radiateurs, donc les radiateurs qui fonctionnent à partir de l'eau, comme fluide qui apporte les calories, dans les bâtiments, et aussi de faire une télérelève du compteur via ici un appareil domestique, j'aurais pu en prendre d'autres. Pour les vannes thermostatiques, on va avoir deux fabricants différents. Et puis ma société m'a demandé un peu de creuser ce qui s'est passé dans la console WattSense pour rapatrier les données vers les serveurs de mon entreprise, soit en ce qu'on appelle en box to cloud, donc vers mon propre serveur MQTT depuis la box elle-même, ou par l'intermédiaire des serveurs WattSense. Et ça va être ce scénario-là qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui. Alors je vais maintenant partager mon écran et on va aller se connecter à la box. Voilà. Donc, je me suis connecté sur la console WattSense que je retrouve ici. J'ai accédé à ma box. Hop, voilà. Alors, je vais présenter quelques évolutions qui sont intervenues sur les écrans. Donc, je vais retrouver à travers ce qu'on appelle ici le panneau d'information de mon produit, le nombre de propriétés que j'ai. Donc là, je vois que j'ai de la marge, hein. Je peux rajouter des propriétés. J'ai pas besoin de solliciter un add-on ou un changement de licence. J'ai une licence large qui me couvre. Et je vois que j'ai une version récente du logiciel WattSense. Donc tout ça, c'est très bien. Ça me conforte dans l'idée que je peux faire ce qui m'a été demandé et d'ajouter les équipements. Je vois aussi que j'ai un retour de mes sondes d'ambiance dans les différents appartements à travers le dashboard que j'ai mis en place dans le passé. J'ai aussi une vue du local technique. Alors pardonnez-moi ici, les valeurs sont pas des valeurs réelles, hein, c'est une installation de démo pour mon cas. Et je vous présente quelques fonctionnalités qui ont été introduites ou qui vont arriver très prochainement. J'ai la possibilité de basculer ici en plein écran et d'afficher ce dashboard sur un écran déporté, si je le souhaite, pour monitorer en permanence l'installation d'un parc. Ça, c'est une nouveauté qui a été introduite, qui sera déployée courant de semaine prochaine. De la même façon, il y a certaines fonctionnalités que je vais vous présenter qui sont un peu des avant-premières, issues d'un travail de 2023, hein, et qui seront déployées lors d'une mise à jour des box, qui interviendra aussi la semaine prochaine. Donc, soyez pas étonnés. Si vous vous connectez à votre console, il y a certaines choses que vous n'allez pas voir aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vais aller regarder un peu la configuration, parce que j'ai entendu parler des propriétés virtuelles, et là, je sais que j'ai un compteur électrique, je sais que j'ai quelque chose qui remonte en MBus aussi, et j'ai envie de mesurer mon index et d'avoir la conso à partir de cet index. Donc, je vais pouvoir, grâce à cette évolution ici, choisir, donc c'est mon compteur Hager, ma propriété c'est la 8410.05. Voilà. Donc ici, je vais récupérer un index électrique et grâce à cette fonctionnalité de créer une propriété virtuelle, je vais pouvoir mesurer une consommation à un pas de temps soit horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel. Ici, je vais choisir journalier. J'ai pas besoin de mise à l'échelle. Je regarde si j'ai tout. Oui. Hop, je crée la propriété. Et voilà. Et ça m'a créé une propriété qu'on appelle virtuelle parce que cette propriété n'existe pas physiquement. Le calcul de cette propriété virtuelle est rétroactif. Rétroactif sur les 8 précédents mois. C'est-à-dire qu'on a étendu chez WattSense la disponibilité des données à travers la console. Donc là, on est sur des fonctionnalités qui s'appliquent essentiellement au tower parce que les données sont envoyées sur le cloud WattSense. À partir d'un graphe, vous pouvez, donc avant il y avait les 30 jours, mais maintenant vous pouvez étendre cette période à jusque 8 mois de données dans le passé et venir les visualiser sur un graphe ou sur d'autres parties de l'application.
Ça ne change pas la disponibilité des archives. Vous pouvez générer une archive et là, vous pouvez récupérer les données depuis votre contrat, le début de votre contrat, de la licence avec WhatSense. Donc là, j'ai créé une propriété virtuelle. Je pourrais décider de l'afficher ici. Ce serait pas le plus pertinent sur un graph, parce que j'ai très peu de valeur sur le compteur électrique. Mais par exemple, je l'ai aussi utilisé pour des compteurs de tram, LoRa, pour m'assurer que je reçois bien un incrément de tram sur mes équipements LoRa. Maintenant, je vais passer au cas pratique. Donc, on m'a demandé d'ajouter des équipements. Donc, je vais aller dans Ajouter un équipement et je vais procéder à un ajout en masse parce que j'ai plusieurs équipements à ajouter et ça me facilitera un peu la vie. Donc, je vais déposer un fichier. Hop. Et j'ai préparé un fichier CSV. Voilà. Donc là, j'ai deux Adonis sticks, j'ai une vanne mClimate Wiki et une vanne Micropelt MLR03. J'ai renseigné ça dans mon fichier CSV qui ressemble essentiellement à ça, hein, avec un séparateur virgule. Et je confirme. Donc là, WhatSense reconnaît les différents modèles, sauf pour le Adonis stick, je vais lui préciser. Hop, alors je vais pas le faire comme ça, mais comme ça, voilà. Et là, ce qui a été rajouté, c'est la possibilité de définir un fichier de configuration. Parce qu'il y a certains équipements LoRa, dont celui-ci, mais il y en a d'autres, hein. J'aurais pu citer du NKE Modbus Master, chez Istron aussi on en a, chez Robo ou Axioma. Et je peux préciser un fichier de configuration. Voilà. Ce fichier de configuration qui a été obtenu via l'app du fabricant et qui va me permettre de venir configurer de la même manière tout un ensemble d'équipements LoRa qui ont la même référence. C'est-à-dire que si je n'avais pas ça, j'aurais dû aller ensuite dans chaque équipement et m'assurer que la configuration, enfin déposer ce fichier pour chaque équipement. Ici, je peux le faire en masse, c'est pris en compte dans l'import. Et là, WhatSense m'a ajouté les 4 équipements. Je vais venir sélectionner les propriétés que je souhaite. Alors, pour la démo, je vais toutes les prendre. Donc là, les propriétés, hop, je peux sélectionner toutes les lignes en une fois. J'aurais pu éventuellement aussi, comme ça, juste sélectionner les propriétés de température qui me correspondent, mais là, ça me va très bien. Et je les ajoute à ma configuration. Voilà. Donc là, j'ai une configuration à l'état brouillon. J'aurais pu faire ça, ici je suis sur une tower, hein, mais j'aurais pu faire ça sur un bridge, ça marche exactement de la même façon. Et voilà, là je vais pousser ma configuration, c'est-à-dire que je vais demander à la box, enfin la box va reconnaître ces équipements et elle va solliciter l'appairage avec les capteurs en question. J'en profite pour vous informer de quelques changements qui sont aussi intervenus sur la partie LoRa. Donc, il y a eu des améliorations sur le serveur LoRaWAN de la box elle-même, Tower ou Bridge, pour inciter les appareils LoRa à se rapprocher le plus possible du spreading factor 7. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'avoir une bonne qualité de signal et surtout une bonne utilisation de la batterie, pour que les devices LoRa tiennent vraiment leur promesse d'avoir une batterie qui dure 10 ans. Donc ça a été introduit cette année. Il y a aussi un autre changement que je souhaite préciser ici, qui a été documenté par nos équipes, c'est la gestion des downlinks. Donc en LoRa, on peut envoyer une consigne, ça passe par un downlink. Pour les appareils LoRa de classe A, la gestion des downlinks est que on a une queue par équipement et cette queue ne peut être que de un downlink. Donc c'est-à-dire que si on envoie deux downlinks, le premier downlink va être effacé et le deuxième qui est arrivé va prendre sa place avant qu'il ne soit transmis au capteur. Et s'il n'a pas été transmis au capteur durant cet intervalle de temps et qu'un troisième arrive, alors, etc., le troisième va écraser le second. Ça, c'est pour les downlinks, les appareils LoRa de classe A. C'est la majorité du parc LoRa aujourd'hui. Pour les appareils LoRa de classe C, donc les appareils de classe C, c'est les appareils qui sont souvent auto-alimentés, c'est-à-dire branchés sur une alimentation et pas sur pile. Là, le mécanisme est différent. On a une queue par équipement plus grande qui peut contenir plusieurs downlinks. Et c'est juste que l'envoi de ces downlinks est temporisé avec un délai de 13 secondes. C'est-à-dire que si j'envoie 3 downlinks sur un équipement de classe C,
Alors, le premier downlink va être envoyé immédiatement, on est sur du classe C. J'attends 13 secondes, j'envoie le second, et 13 secondes, et j'envoie le troisième. Voilà. Petite précision sur les downlinks, c'est important, et ça a été introduit cette année comme changement. Donc, je reviens un peu sur la démo. Donc là, on voit que j'ai ajouté mes équipements, ils sont bien dans ma configuration, ils ont été synchronisés avec la box. Très bien. Si je regarde dans l'un d'eux, donc je prends ici le mClimate Wiki, on a introduit cette année des propriétés système, de nouvelles propriétés système. Alors, pourquoi elles s'appellent propriétés système? Parce que c'est des propriétés qui ne sont pas décomptées de votre abonnement. On en a introduit deux. Le compteur de tram, LoRa, qui peut être pratique pour vous assurer que il n'y a pas de perte de tram, c'est-à-dire que ça va être un incrément à chaque fois. À chaque tram envoyé, il va s'incrémenter. Et aussi, quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, le niveau de batterie, qui va venir donner l'indication sur le niveau de batterie de l'équipement entre 0 batterie vide et 100 batterie pleine, ou équipement alimenté extérieurement. Ce niveau de batterie, il suit la norme, la spécification LoRa, et tous les équipementiers, malheureusement, ne le respectent pas à 100% cette norme, ou ont leur propre solution. Donc aujourd'hui, on sait chez Watson, si on garantit que pour ce qui est de Adonis, Micropelt et Nexelec, cette norme est respectée, et on peut bien afficher quelque chose de fiable ici dans cette propriété système. Sinon, pour les autres équipementiers LoRa, il faut se référer à ce qu'ils proposent. Alors parfois on a le voltage, parfois on a un niveau de batterie aussi, mais qui suivent leurs propres normes. Voilà. Donc nous, on a engagé des discussions avec les principaux fabricants d'équipements LoRa pour les inciter à se rapprocher de la norme et vous permettre d'utiliser ce battery level qui peut être très pratique quand il est redirigé vers une BMS et vous assurer la bonne tenue des batteries LoRa dans le temps. Je vais maintenant aller dans Live Data, donc on va assumer que les données remontent. Dans l'écran Live Data, on a fait quelques améliorations. L'écran est plus fluide, je ne sais pas si vous l'avez constaté. On peut rechercher les équipements comme ça. Et il y a aussi des timestamps, c'est-à-dire des marqueurs de temps qui vont s'afficher aussi pour préciser à quelle heure est arrivée la donnée et à quelle heure la précédente donnée est arrivée, ce qui vous permet d'avoir un peu une idée de la fréquence de transmission. Ici, je suis sur mon capteur d'ambiance, de température. On voit que la dernière transmission, il y a un écart de 1 heure. Bon, bah, c'est que mon device LoRa transmet tous les 1 heure, globalement. Et enfin, ce qu'on a introduit cette année, c'est un rafraîchissement automatique des valeurs. C'est-à-dire que vous pouvez laisser cette page ouverte. À chaque fois qu'une nouvelle valeur est reçue de l'équipement, pas besoin de rafraîchir la page, elle va automatiquement apparaître ici. Et il en est de même pour ce qui est des dashboards. On peut avoir un écran déporté avec un dashboard, et automatiquement, les données vont se mettre à jour, sans rafraîchissement de la page. C'est fait par la console WatchSense. Et ça, c'est bien sûr compatible pour les towers uniquement. Je reviens sur données live. On a eu plusieurs retours cette année sur ce qu'on remarque, c'est que l'usage de LoRa se répand, notamment avec les vannes thermostatiques et toutes les discussions en cours sur réduire les consommations d'énergie. Et vous avez été plusieurs à équiper des bâtiments de vannes thermostatiques. Seulement, pour venir écrire dans un device LoRa, c'est pas toujours simple. Il faut passer par ce qu'on appelle un downlink, qui est une chaîne de caractères au format hexadécimal pour signifier quelque chose à l'équipement. Et du coup, ce qu'on a fait, je vais vous montrer, c'est que pour certaines propriétés LoRa, alors là, on fait vraiment équipement par équipement, et c'est une discussion qu'on a avec les fabricants aussi, on vient permettre ici, pour cet équipement-là en question, je peux directement indiquer la valeur de la température que je souhaite. Et ce que va faire WatchSense derrière, c'est qu'une fois cet ordre parvenu, on vient déduire le downlink et on vient transmettre le downlink à l'équipement, à la vanne elle-même. Donc vous n'avez plus à éplucher une documentation, etc. Alors même si c'est très utile pour d'autres aspects, mais pour ce qui est de certaines propriétés, on le permet. Donc ça, c'est compatible aujourd'hui avec le Wiki et le MLR 03. Nos équipes travaillent aussi
pour rendre compatible cela avec le Wateco Wire Pilot pour le pilotage de radiateurs électriques. Et je pense que au fur et à mesure, dans le courant de l'année, d'autres équipements suivront, en fonction aussi de vos retours. Et ça peut être aussi très important. Donc là, c'est compatible avec les towers et les bridges, hein, parce qu'on est sur l'écriture d'une consigne. C'est très bien dans un usage avec une BMS, où depuis la BMS, vous pouvez envoyer 21 en redirigeant cette propriété, et ça s'appliquera sans problème. J'en profite d'ailleurs pour partager une évolution qui est peut-être moins connue, qui est la redirection des propriétés en local. Si vous avez, je prends un exemple, alors j'aurais du mal à le démontrer ici, mais si vous avez un type d'équipement comme un Cinco, et que le Cinco a souvent un point, c'est des régulateurs de chaudière, un point qui est température d'ambiance mesurée. Eh bien, vous pouvez rediriger l'information d'un équipement LoRa sur la température d'ambiance vers l'entrée correspondante du Cinco. Alors ça, je vais vous montrer comment on fait. Il y a un article dédié sur le sujet dans notre base de connaissances, mais hop, ici, donc j'ai une température d'ambiance qui est mesurée dans un appartement. Si je souhaite rediriger cette valeur pour la partager à un Cinco, j'ai juste à, hop, ici, non, avancer. Et voilà, je peux rediriger la température. Donc ici, elle est redirigée vers d'autres équipements, mais imaginons ambiance Cinco, et ça apparaîtrait ici. Et ça fonctionne en local. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la valeur va être reçue, Wattsense va faire la conversion dans le bon type, hein, et elle va partir en entrée du Cinco. Voilà, c'est un peu une évolution un peu cachée, mais qui peut être assez précieuse selon la configuration de votre site. Bref, je reviens sur la démo. Donc là, j'ai configuré mes vannes thermostatiques via une configuration en masse. Ça m'a pas pris trop de temps. J'ai paramétré mon Adonis TIG, j'ai mes vannes thermostatiques, donc j'ai bien complété ça. Donc je suis prêt à aller sur site et à installer et allumer mes équipements LoRa, et ils vont s'appairer avec la box, et les données vont être remontées sur la plateforme. Donc ça, très bien. Maintenant, je vais regarder un peu comment je peux récupérer ces données. Pour récupérer ces données, chez nous, ça se traduit avec des passerelles. Donc là, on est sur une offre essentiellement Tower. Et si je configure une passerelle MQTT depuis ma box vers mon serveur distant, je peux faire ça aussi pour les bridges, pourvu que j'ai une connexion locale sur site, locale Internet. Ici, j'ai pré-créé parce que il faut quand même certains réglages et paramètres avant. Donc ici, je l'ai fait avant la démo. Donc ici, j'ai une passerelle MQTT. Et ce qui a été introduit très récemment et ce qui sera déployé la semaine prochaine, c'est que vous aurez la possibilité de préciser un topic uplink variable. Avant, il y avait un topic par passerelle. Maintenant, ça a évolué. On peut venir ici dire que mon topic, il va être en fonction de l'ID de la propriété, enfin de l'équipement, de la propriété elle-même, peu importe, je peux choisir. Je peux même ajouter des éléments variables si besoin, et venir repréciser ici, hop, la propriété. Donc ça, c'est très pratique pour certaines situations où il y a un broker MQTT et il faut rediriger la donnée vers le bon topic. C'est à ça que ça sert essentiellement. De même, alors de manière un peu différente, hein, je peux venir écrire dans le downlink topic et dire à la box d'écouter tous les messages qui vont se passer dans un topic Wattsense done /jazz. Et du coup, si j'ai slash équipement slash van wiki slash quelque chose, la box va quand même l'interpréter, écouter et venir modifier la consigne de l'équipement en fonction de ce qui est passé ici. Voilà. Ça, c'est des évolutions qui ont été apportées dans les passerelles qu'on appelle box to cloud, puisqu'elles s'appuient sur la connexion soit cellulaire dans le cas du tower, soit Ethernet IP dans le cas d'un bridge quand elle est pourvue. Maintenant, une autre façon de récupérer la donnée, cette fois-ci en s'appuyant sur le serveur Wattsense,
et qui a été introduite cette année, c'est ce qu'on a appelé les data streams. Ici, ça se passe dans l'onglet organisation, parce que ça peut être transversal à plusieurs box en fonction de votre stratégie. Je vais venir créer ce qu'on appelle un connecteur. Donc, pareil, je l'ai un peu pré-créé ici pour faciliter la démo. Et ce que permet un webhook, c'est alors c'est un peu comme l'API, mais dans l'API WhatSense, si vous utilisez l'API, vous allez demander à WhatSense une valeur en disant donne-moi les valeurs sur la plage de temps du 24 janvier. À l'inverse, quand vous utilisez un webhook, ce que fait le webhook, c'est que c'est WhatSense qui vous prévient. Donc là, j'ai créé un connecteur. Je veux dire que ce connecteur fonctionne dès qu'une nouvelle valeur arrive, à la réception d'une nouvelle valeur. Et là, pour les box, enfin, là j'ai choisi la box que je vous ai montrée, et bien dès qu'une valeur est reçue par cette box, WhatSense, le serveur WhatSense, va appeler votre serveur à l'adresse qui a été indiquée ici, et lui transmettre propriété équipement, propriété ID, valeur, voilà. Et vous pouvez ainsi l'enregistrer. Donc ça vous évite ce qu'on appelle souvent, désolé pour l'anglais, pool, d'aller toujours chercher la donnée, mais vous êtes prévenu, on est plus en mode push pour les termes techniques. Donc voilà. Et là, j'ai couvert un peu ce que je voulais faire dans cette démo avec mon intervention. Avant de clôturer la démo des fonctionnalités de 2023, je voulais revenir sur deux autres fonctionnalités, et pas des moindres. La première, c'est la persistance des données. Donc auparavant, quand la couche applicative d'une box était actualisée ou la box redémarrait, il pouvait arriver que s'il y avait une redirection vers une BMS, Modbus, .NET, et ben au redémarrage, la valeur de 0 est envoyée à la BMS pour les propriétés qui étaient redirigées. Donc ça engendrait des problèmes, bien sûr. Ce qui a été fait, c'est que maintenant, quand on a une passerelle, la dernière valeur est enregistrée systématiquement, et de fait, au redémarrage de la couche applicative, donc une mise à jour, un power off, power on, eh bien, on va aller chercher la dernière valeur en base qui est enregistrée et la passer à la passerelle, Modbus ou BACnet. Donc, vous n'aurez plus 0 sur votre BMS, vous aurez bien, alors, pas la dernière valeur parce qu'elle n'a pas encore été lue, mais la dernière valeur avant le redémarrage. Et enfin, un petit aperçu de ce qui va arriver très bientôt avec les plugins. Donc, je vais y revenir, mais cette année, l'objectif, c'est le pilotage. On va voir les détails que ça va prendre. Mais un premier niveau de pilotage dans les box WhatSense se fait via les plugins. Qu'est-ce qu'un plugin? Qu'est-ce qu'on appelle plugin? Donc, ça se paramètre dans les passerelles. C'est un fichier de code. C'est pour ça que ça s'adresse quand même c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde peut pas coder ces fonctionnalités, on en a conscience, c'est vraiment une première réponse sur l'automatisation. Vous écrivez un fichier de code en format Python, alors c'est dommage, je peux pas le montrer ici parce que mon partage est que sur ma console et j'avais ouvert sur un éditeur de texte, mais bon, bref, peu importe. Si ce fichier de code marche chez vous, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas dans la passerelle. Il faut respecter une certaine écriture sur laquelle on reviendra. Et ici, j'en ai un, par exemple, qui est intitulé My First Plugin, qui apparaît comme une passerelle. Il a plusieurs propriétés. Alors, on voit pas le code, hein, il apparaît pas ici. Et en gros, il vient calculer la moyenne glissante de deux températures et en faire une moyenne globale. Et typiquement, cette moyenne, voilà, c'est un cas de démo, mais si on se met dans la vie réelle, on pourrait dire, je viens faire la température glissante de toutes mes sondes d'ambiance dans mes bâtiments, exposition nord, exposition sud, bâtiment éloigné de la chaufferie, bâtiment à proximité, et je redirige cette température d'ambiance vers mon synco pour l'aider dans sa régulation. C'est un peu l'idée de ce plugin. Et là, ce plugin tourne, on peut le voir ici. Et voilà, il calcule la moyenne glissante, elle est affichée ici, et elle pourrait être très bien redirigée. Et c'est ça qu'on va introduire avec les plugins, c'est que vous allez pouvoir utiliser des points de données en entrée qui sont déjà paramétrés dans la box, faire les calculs qui vont bien, donc on peut imaginer des formules de qualité d'air avancées, des calculs de débit,
des conversions degrés Fahrenheit, Celsius Fahrenheit s'il y a besoin, et d'autres choses, et en faire ce que vous voulez. Soit de l'archivage, parce que ces données sont aussi archivées par WhatsSense, ou soit les rediriger vers votre BMS si besoin, car ce sera une fonctionnalité disponible à la fois pour les towers et pour les briques. Voilà, avec ce petit aperçu des plugins, j'en ai fini pour la démonstration. Je vais arrêter mon partage. Hop. Et on va revenir sur la présentation Livestorm. Très bien. Je vais tout de suite aller sur les slides à la fin. Donc j'avais mis des slides au cas où il y avait un problème de connexion. Voilà. Et on va maintenant se concentrer sur l'année 2024. Qu'est-ce qui est prévu chez WhatsSense en 2024? Bon, déjà, on y reviendra tout à l'heure, mais j'espère que ce qui a été introduit en 2023 vous a donné satisfaction. Et maintenant qu'on a accompli ces fonctionnalités chez WhatsSense, on souhaite faire de 2024 une année particulière, puisque même si elle s'articule autour de 4 objectifs majeurs, l'un de ces objectifs est le plus ambitieux, c'est de sortir une offre dédiée au pilotage et au contrôle du bâtiment. Et je vais l'introduire après les détails de cette offre. Mais c'est aussi de continuer d'assurer la configuration à la fois unitaire ou en masse des équipements dans la console et faire en sorte qu'elle soit la plus simple possible, donc dans la continuité de ce qu'on a fait avec l'écriture d'un point en LoRa, ou la mise à jour des fichiers de configuration en masse, etc. C'est tout ce type de fonctionnalité qu'on vient ici représenter. On s'efforce de maintenir un haut niveau de sécurité et de disponibilité de la plateforme. On a une solution disponible dans le cloud, SaaS. Ça doit être un prérequis par défaut. On parle aussi de bâtiments. On a des normes de sécurité importantes à respecter. Et enfin, autre gros objectif de toute l'équipe WhatsSense pour cette année, c'est de sortir une nouvelle version de la box sur laquelle on va revenir. Alors, si je prends les objectifs un par un, qu'est-ce qu'on veut dire par lancer une offre de contrôle du bâtiment, sous-entendu du bâtiment de taille intermédiaire chez WhatsSense? Ce qu'on va introduire courant 2024, c'est la possibilité de piloter des équipements grâce à des plannings hebdomadaires. Ces plannings seront édités depuis la console. Ils pourront être dirigés vers des passerelles, BACnet notamment, et ils viendront s'appliquer en local et piloter les équipements en fonction des consignes qui ont été passées. On viendra ensuite permettre de déclencher des alarmes en fonction de ces mêmes plannings dans un second temps. Et on s'appuiera là-dessus pour ajouter une couche d'automatisation plus classique par rapport au secteur. Mais ce qu'on souhaite, c'est de donner la possibilité d'éditer des scénarios d'automatisation à la base d'une programmation qu'on veut intuitive. C'est-à-dire qu'on veut pas que ces scénarios d'automatisation, s'il se passe quelque chose, alors je vais faire ça. On veut les offrir pour un responsable de bâtiment, les occupants, mais aussi parler aux intégrateurs, aux installateurs. Donc on essaie de trouver le bon équilibre. Mais voilà, quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait dans les GraphNet ou avec d'autres outils ACT notamment. Mais voilà, à la WhatsSense, on va dire, ça masquer la complexité. On veut aussi s'appuyer là-dessus, sur ces scénarios, pour venir proposer le paramétrage d'alarmes complexe. Donc aujourd'hui, les alarmes, c'est sur un point uniquement. Si on veut faire des alarmes sur 2 points, on va passer par cette construction de scénario. Et enfin, on va itérer sur la construction de propriétés virtuelles pour vous donner plus d'options et pas que le calcul de compteur, mais là on réutilisera aussi les scénarios. Vous allez pouvoir combiner différents points et en construire un nouveau grâce à vous. Donc voilà ce qui constituera notre offre de contrôle du bâtiment. Elle sera introduite dans l'année 2024, c'est-à-dire chacun des points seront introduits dans l'année 2024. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire les modalités de ce lancement vis-à-vis des licences. C'est en cours de discussion chez WhatsSense et ça fera l'objet d'une communication plus détaillée. Pour ce qui est de la configuration et des box, de la console, on a entrepris un gros travail sur la base de données des équipements. Donc, cette base de données des équipements est un gros atout de WhatsSense, on en est conscient, mais on est conscient aussi qu'on n'est pas au niveau, on voudrait qu'en faire plus pour vous faciliter la vie.
que je veux dire par là, c'est que quand vous recherchez un équipement dans la base de données des équipements, vous le recherchez par référence et non par cas d'usage. Et on aimerait vous permettre de faire ça, de dire, je sais que j'ai une box Wattsense, j'aimerais trouver un équipement sans fil qui est compatible pour être une installation en extérieur et qui me donne une température d'ambiance, une température extérieure, pardon. Et du coup, voilà, à partir de là, vous avez des références produits que vous pouvez acheter auprès de votre distributeur et installer au sein de la box. On veut aussi revoir tout notre catalogue d'équipements pour lui ajouter une définition plus homogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend une documentation pour un équipement donné, il y a un point qui s'appelle température, on l'inscrit comme tel. Ce qu'on veut, c'est utiliser ce qu'on appelle une sémantique interne, et ça, c'est un peu une évolution qui est en train de se passer dans le secteur de la GTB. On réinvente rien, là, on s'appuie sur le standard BRICS. Il y a d'autres standards comme HASTAG également, mais on a fait le choix de BRICS. On veut venir, voilà, définir ce qu'est ce point, pour ensuite, ça va servir à le rechercher par cas d'usage, mais aussi ça pourrait vous faciliter la tâche, par exemple dans les scénarios d'automatisation, quand vous allez rechercher un point, vous allez peut-être rechercher un point par sa fonctionnalité finale, température d'ambiance, pilotage de vanne, plutôt que, ah oui, c'est la propriété, comme tout à l'heure on l'a vu avec le compteur, HA1005, il faut que je me rappelle de ça. Voilà, c'est aussi à ça que ça sert. Et enfin, on va venir permettre l'édition en masse de configuration depuis la console. Là, je pense à ce que nous avez partagé sur les passerelles Modbus. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on configure une passerelle Modbus dans la console Wattsense, c'est pas toujours facile parce qu'il faut bien paramétrer ses adresses en fonction des registres. Et parfois, on peut pas faire ça en masse facilement. Donc là, l'idée, c'est de vous permettre de faire ça, de télécharger éventuellement la table qui a été générée, de la modifier et de la remettre en place dans la console pour l'appliquer. Mais c'est un peu une logique qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire que toute opération unitaire dans la console doit pouvoir aussi se faire en masse pour vous faire gagner du temps sur des opérations qui sont un peu parfois fastidieuses. Ça n'oublie pas que on souhaite maintenir un haut niveau de sécurité et de disponibilité de l'application. Pour cela, alors, il y a ce qu'on appelle le SLA. Le SLA, c'est un Service Level Agreement, c'est-à-dire on garantit un temps alors en anglais c'est uptime, et un temps de disponibilité de la plateforme de 99% du temps, et une intégrité des données de 100%. Watson stocke les données, c'est notre responsabilité de bien s'assurer que les données soient acheminées sur nos serveurs et leur intégrité ne soit pas compromise quand vous allez les utiliser. Au-delà de ces deux principes, on va introduire une sauvegarde distante des serveurs LoRaWAN. Pourquoi? Parce que ça vous permet, au cas où il y a un changement de box sur site, nous on fait une copie du serveur LoRaWAN. Au moins quand on installe la nouvelle box, il n'y a pas besoin d'appairer les équipements, et par exemple, il n'y a pas besoin d'aller dans chaque logement ou dans chaque pièce pour réappairer le device LoRa, le redémarrer. Ça se fera automatiquement. Et enfin, pour les évolutions plus techniques, on va permettre l'utilisation de la méthode d'authentification OAuth sur l'API. Pour ce qui est de la nouvelle box Wattsense, alors j'aurais adoré vous montrer un visuel, mais c'est encore un peu en discussion et ce sera annoncé en grande pompe le moment venu. Mais pourquoi une nouvelle box? Alors il y a une petite typo, pardon. Cette nouvelle box permettra une meilleure intégration dans les armoires électriques pour visualiser l'information des LED et du statut des différents bus quand il y a un plastron, par exemple. Mais le point principal, c'est qu'elle sera compatible avec des alimentations de 110 volts à 230 volts. Donc, il n'y aura pas besoin d'installer un transformateur en amont de la box, il sera directement inclus à celle-ci. On pourra alimenter un bus M-Bus jusqu'à 25 devices. Aujourd'hui, on est à 3 devices sur le M-Bus, donc pas besoin d'acheter un répéteur quand on est sur cet ordre-là de compteur M-Bus. Et enfin, elle laisse la place à d'autres extensions matérielles. Si on décide d'attaquer d'autres protocoles, ça pourra se faire via une extension rattachée à la nouvelle box. Donc voilà, j'espère qu'avec un aperçu de ces fonctionnalités, voilà, je vous ai donné envie de continuer à utiliser la console Wattsense et surtout d'aller dans le pilotage des bâtiments de taille intermédiaire avec nous l'année prochaine.
Et maintenant, comme promis, là, je suis vraiment, je m'auto-félicite, désolé, mais je suis pile dans les temps à 45. Moi, j'avais promis 15 minutes d'échange, bah c'est parfait. Je vois qu'il y a des questions qui ont été posées, Anna. Oui, il y a pas mal de questions posées. Tim et Justin aussi est venu en backup pour nous aider. Donc, merci Justin de l'équipe support. Mais on peut passer à quelques questions. Et Thomas Grandjean, est-ce que les anciennes box seront toujours maintenues en termes de mise à jour? Oui, oui, bien sûr. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein. On a un parc, il y a trois versions du matériel qu'on voit aussi dans le panneau que j'ai montré tout à l'heure. Et on s'assure quand on sort des fonctionnalités, on les rend rétro-compatibles avec les anciennes versions de Box dans la mesure du possible. Sinon, on s'assure de les maintenir ISO-fonctionnels. Oui. OK. On a aussi Philippe Torcol. Sera-t-il possible de stocker les variables sur la box, exemple carte SD, comme le demande le décret de BAC, 5 ans au pas horaire? Alors, on prévoit pas de stocker les variables sur la box elle-même. Donc pour ce qui est de l'offre Tower, le stockage est fait par WhatsApp, est disponible, hein. Vous pouvez récupérer les fichiers Excel même en téléchargeant une archive. Et on est sur un pas même plus qu'horaire, parce que en fonction des protocoles, on peut être jusqu'à 10 minutes. Donc là, vous respectez, je pense, ce point du décret BAX. Pour ce qui est de l'offre Bridge, là, c'est aussi le choix entre Bridge et Tor, hein. Bridge, c'est vous qui devez être responsable de ce stockage. Et là, il faudra l'acheminer sur une BMS pour répondre au décret BAC sur ce point. Donc, pas de stockage via un périphérique tiers, carte micro ou clé USB. Donc, aussi, Jacques Moncharmont, quel sera le prix de la nouvelle box et sa date de commercialisation? Bonne question, Jacques. Alors, c'est un peu trop tôt pour vous répondre. Je suis désolé, je pourrais pas vous donner une réponse fiable. Seulement l'introduction de cette box est prévue pour la fin d'année. Et voilà, je préfère en rester là, désolé. Aussi, on a Thomas Grandjean, à nouveau, qui pose la question, est-ce que cette nouvelle offre pilotage sera accompagnée d'une nouvelle offre commerciale? Donc, il donne un exemple, WhatsApp sans pilotage, c'est moins cher que WhatsApp avec pilotage, que ça sera une offre peut-être premium. Oui, sans doute. C'est pas, comme je disais, euh, c'est pas encore fixé chez nous. Mais oui, il y aura une offre dédiée pour la partie pilotage. On ne sait pas quelle forme ça prendra. Une extension de licence ou une option. C'est encore en discussion, en cours de calcul pour justifier les investissements qu'on y consacre. Donc voilà, désolé, pas de. Il y aura une nouvelle offre, mais je peux pas vous en donner les détails. Ok, on a une autre question. Avez-vous prévu une box multi-antenne LoRa pour une meilleure couverture LoRaWAN dans un bâtiment? Euh, une box multi-antenne. Alors Tim, t'es en train de répondre, mais est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire par multi-antenne? Parce qu'il est possible de mettre une antenne déportée à la place de l'antenne LoRa actuelle, en dehors de l'armoire électrique, ou si besoin, en dehors du local technique dans lequel la box est installée. Et à ma connaissance, aujourd'hui, ça résout des problèmes où la couverture LoRa est pas suffisante, sachant qu'on peut aller jusque 5 étages sur les bâtiments collectifs Que ou déjà, autres, c'est hein, pas mal. avec une seule box. Ouais. Mhm. Ok, donc quand même, Tim a précisé dans le chat question, dans l'onglet question. Ok, on a Mhm. Adrien Renault. Y a-t-il des espaces de stockage intégrés en bridge ou c'est à nous de les prévoir? Non, c'est un peu la question qui a été posée. Enfin, ça va un peu dans le même sens que ce qui a été posé tout à l'heure. Non, il n'y a pas d'espace de stockage. Enfin, il y a une mémoire, hein, bien sûr, dans le matériel pour faire les opérations Dans le qui hardware, sont oui. présentes. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de. Je comprends espace de stockage dans le sens récupération de données, etc. Et non, le bridge ne va pas venir stocker de la donnée issue du terrain pour que vous la récupérez. Voilà, l'offre bridge, c'est vraiment à vous de construire, à vous d'avoir conscience de ses limites, entre guillemets, pour construire l'infrastructure et la récupération des données ou leur communication à une BMS. Une petite image visuelle pour comprendre les bridges, c'est vraiment un pont, une passerelle. Donc, la donnée passe à travers
la solution, les produits, mais ils ne contiennent pas les données. Donc ça, c'est le tower. Donc les bridges, c'est vraiment un point de connexion et un gateway un peu plus puissant, mais on ne stocke pas de données. Simplement pour donner un exemple. Est-ce qu'il y a des autres questions? J'ai pas. Ah, ouais. Philippe, une possibilité de créer de l'imagerie type supervision est-elle envisagée dans les nouvelles fonctionnalités? Donc, imagerie pour faire la supervision dans la Alors, console. Philippe, par imagerie, et là, vous pouvez ouvrir le micro, je pense, hein, si vous voulez préciser ou passer par le chat. Par imagerie, vous voulez dire des synoptiques, c'est ça? Philippe, si vous voulez, vous pouvez soit ouvrir les micros et donner un peu plus de contexte ou écrire sur les chats, comme ça on pourra avoir plus d'infos. Mais si c'est la synoptique, c'est déjà quelque chose disponible dans la tower, non, Julien? Oui, oui, en effet, aujourd'hui, donc en attendant les précisions, alors c'est vrai que j'ai montré un dashboard où il y avait des petites cartes et des indicateurs. À un moment, j'ai montré le local technique, et là, en fait, c'est une image. Alors, c'est de l'imagerie pas aussi poussée qu'une supervision, mais c'est pas notre but non plus. Mais c'est de venir de télécharger un fond d'image sur lequel vous allez pouvoir glisser des propriétés et les données vont apparaître. Et je pense qu'on va en rester là, au moins pour cette année, sur la partie synoptique. Donc pas d'imagerie poussée, type supervision, on a une librairie de composants, on peut même importer des fichiers avec des nouveaux équipements, etc. Non, c'est pas notre direction chez WhatsApp. Ok. On a une autre question de Laurent. Est-ce qu'on peut insérer notre propre carte SIM dans un WhatsApp Bridge afin de lui donner de la connectivité vers du MQTT ou du webhooks? Là, la réponse est non. Malheureusement, on a préféré le fait qu'on garde notre propre carte SIM. C'est pas pour empêcher ça, hein, mais c'est parce qu'on a besoin d'avoir un contact permanent avec notre device, même sur les bridges, au cas où on perd l'accès au bridge. Aujourd'hui, la seule méthode de configuration d'un bridge reste quand même la console. Donc, il y a quand même un lien entre les serveurs WhatsApp et les bridges, et il repose sur la carte SIM, notamment. Et aussi, utiliser notre carte SIM nous permet via l'opérateur, si besoin, de faire des redémarrages à distance, dans le cas où vous nous sollicitez pour le faire. Et on a étudié pour le nouvel hardware cette option d'avoir éventuellement deux cartes SIM, une carte SIM WhatsApp et une carte SIM qui serait la vôtre voilà, pour que vous créez votre propre réseau. Mais on n'a pas trouvé de solution technique possible pour le permettre. Ok, je pense que ça c'est clair. Vous pouvez continuer à poser vos questions pendant quelques minutes. Je pense que j'ai déjà regardé tout. Je vais faire un petit tour. Ah, on a une nouvelle question. Question client. Utilisation d'un proxy de la part de Thomas Grandjean. Oui, alors désolé Thomas, j'ai besoin de plus de précision sur votre question. Si vous pouvez vous voulez dire quoi par utilisation d'un proxy du coup? Vous pouvez donner plus de précisions dans le chat. Ah, je crois que Thomas est en train d'écrire justement Ah, dans le ok, chat. bien, top. Donc aussi pour info tout le monde, et tous nos webinaires sont aussi disponibles dans notre chaîne YouTube WhatsSense. Donc vous pouvez aussi s'abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez regarder des autres webinaires et cet webinaire qui sera bientôt disponible. Ok, pendant que Thomas nous donne plus de précisions, il y a Philippe qui demande si la WhatsApp Bridge n'a pas de couverture réseau cellulaire, comment je peux la configurer via la console? Alors ce n'est pas possible, en effet. S'il n'a pas de couverture cellulaire à l'endroit où est installé le bridge, la console ne pourra pas dialoguer avec le bridge, donc il ne peut pas être configuré. Dans ce cas, soit vous avez une connexion Ethernet IP ouverte sur site et vous y connectez le bridge
et le bridge peut quand même communiquer avec les serveurs WhatsSense. Donc ça fonctionne. Ou sinon, si vraiment là le cas le nécessite, il y a possibilité de. Alors il y a des modems qui peuvent être installés, mais là la question du coup se pose. Des modems 4G un peu différents, 4G IP, Ethernet IP, et vous reliez le modem au bridge. Mais bon, là faut étudier le coût économique. Mais en effet, on est conscient que c'est une limitation. On a fait le choix de ne pas avoir de serveur web embarqué. On en avait un peu précédemment pour des questions de maintenabilité, on l'a supprimé. Voilà, on a fait le pari d'une console full web. Ça, c'est limite, comme vous le dites. Donc, Thomas a mis dans le chat sur la question client utilisation d'un proxy, il a mis pas de paramétrage pour le moment sur WhatsApp, il me semble. Je ne sais pas si ça fait assez Euh, pour toi, Julien. non, mais je pense que Thomas, on reviendra vers vous parce que je suis pas sûr de comprendre toute la question, ni d'être peut-être le plus à même d'y répondre. Donc avec l'équipe, avec Timothée ici présent ou Justin, on reviendra vers vous pour s'assurer qu'on a la bonne compréhension et vous apporter une réponse. Ok, donc Il y a une question de Marc sur le chat. Export de rapport sur tableur, est-ce possible? Alors oui, c'est possible, mais vous allez toujours récupérer les données en format brut, donc format CSV ou Excel. Et depuis votre logiciel de tableur, là vous pouvez en faire ce que vous voulez, des graphiques, etc. Sinon, l'export d'un graphe, c'est un fichier image. ok, pardon, j'ai un problème de connexion pendant une minute. Et, donc, Justin et Tim continuent de répondre à la question, mais Julien, je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça, mais si tu veux aller plus loin sur la question de Maxime, est-il possible, en plus de la carte SIM, de passer un accès Internet par les ports Ethernet? Justin dit c'est possible, cependant, pour un tower, la SIM a la priorité. Oui, c'est ça. C'est ça. En effet, si vous avez un accès Ethernet IP sur site qui est ouvert, alors par ouvert, on va dire qu'il permet la connexion à des serveurs externes l'IT du bâtiment. Vous pouvez y connecter la box ou le hub. Et si on n'a pas de couverture cellulaire, alors on s'appuiera sur cette connexion. Mais sinon, comme Justin l'a dit, la connexion cellulaire via la carte SIM reste prioritaire. Ok, Laurent demande, est-il envisageable avec les scripts ou de manière native, entre guillemets, de transmettre des fichiers CSV vers un FTP, FTPS, SFTP, oui, sur les, sur les bridges, par exemple? Non, 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 aujourd'hui c'est pas prévu. C'est pas possible déjà aujourd'hui pour être clair, hein, et ce n'est pas encore prévu. On privilégie les protocoles, le protocole MQTT et les redirections vers la BMS pour ce qui est de la récupération des données depuis le bridge. On pense que c'est là où va l'industrie. On peut avoir tort, hein, on sera à l'écoute de vos retours, mais c'est ce qu'on voit se profiler. Oui. Et aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut toujours, vous pouvez nous envoyer des mails en parlant de vos projets, de comment on peut inclure des différents types de fonctionnalités. On est toujours à l'écoute sur les nouvelles fonctionnalités. Et, donc, je pense, attends, je pense que c'est bon. Très bien. Et Ben, donc, si on... il, Oui. il y a 2 minutes qui nous restent. Ah, Laurent, il faut aussi penser au transfert vers des plateformes tierces qui n'ont pas toujours d'API. Ouais, ouais, je suis d'accord. On pourra en reparler, Laurent, hein, mais d'où les redirections vers les BMS. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la récupération des données brutes, du type FTP, etc., c'est quelque chose qu'on a mis de côté pour l'instant. Oui, si on utilise les decrets BAX comme guide, et dans les decrets BAX, se parle assez souvent sur
la connexion vers l'API comme la préférence dans les secteurs. Donc, ça pourrait être toujours un indicateur de où va aller marcher les secteurs. Donc, je pense que c'est assez important, mais aussi, bien sûr, on peut parler des autres options. Et Mathieu écrit, envisagez-vous de développer votre propre optimiseur de relance? Oui, donc c'est un produit qui a été développé dans le passé chez WatSense, mais sur lequel on s'est aperçu que c'était un monde, voilà, c'est un monde en soi avec des connaissances bien poussées. On n'avait pas forcément le temps et la bande passante en R&D pour imager tout le temps qu'il y fallait, donc on a préféré arrêter son support et on prévoit pas de s'y remettre. On sait que les équipements de type Airwave ou Synco intègrent une logique d'optimisation de relance qui est parfois méconnue et on veut s'efforcer de la rendre peut-être plus accessible via la console pour qu'elle soit utilisée sans nous-mêmes développer un optimiseur de relance. Ok, donc c'est midi. Ah, Bon, on pourra revenir sur, je vais pas, on pourra revenir sur les questions. De toute façon, ce qu'on prévoit, comme on l'avait fait l'année dernière, c'est de reprendre la liste des questions. Et pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, on revient vers vous en off pour vous apporter des réponses. Donc là, euh, ou bien on peut rester, Anna, je sais pas, comme ce que tu préfères, mais voilà. comme tu veux, on peut répondre au moins les deux dernières questions, mais après, c'est trois questions. Ouais, ouais, bah on va y répondre. Déjà, vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Si vous devez y aller, on comprendra Oui, parfaitement. Un grand merci de l'avoir suivi. Et voilà, on sera content de passer l'année 2024 à vos côtés. Et on a hâte d'avoir vos retours sur les fonctionnalités qu'on va lancer ces prochains mois. Et du coup, là, je vais continuer la discussion pour, voilà, pour prendre les questions. Donc, alors, je vais peut-être prendre celle de Mathieu. Donc, avec l'aide de Siemens et de la data science sur toutes vos données de température. Alors, euh, on n'utilise pas les données, hein. Les données d'un client appartiennent à un client. Chez WatSense, on va pas s'appuyer sur les données cross-client pour en faire des fonctionnalités. Sinon, on vous demanderait votre accord. Donc oui, en effet, on a beaucoup de données, mais on choisit de pas les utiliser dans ce sens-là. Et ben, Siemens a justement ses propres logiques d'optimiseur de relance dans les RVL et les Synco, et d'après nos clients chauffagistes, elles fonctionnent très bien quand elles sont utilisées. Donc on s'appuie dessus. Est-ce que le BACnet Secure Connect sera pris en compte? Pas cette année. On a conscience qu'on ne supporte pas le BACnet Secure Connect. On voit aussi que dans les bâtiments de taille intermédiaire, de facto, c'est pas le protocole le plus, enfin, le BACnet est un protocole utilisé, mais le Secure Connect est peu utilisé. Donc on reste vigilant sur le sujet, mais pas pour cette année. Et enfin, une question de Philippe, mais Tim a répondu. et en C'est 2024. ça, c'est ça, ouais, c'est exactement ce que Tim a répondu. C'est ce qu'on appelle le backup, la sauvegarde du serveur LoRaWAN pour éviter de refaire les joins. C'est ça. Mhm. Et on a de bonnes pistes pour le faire. Ok, donc je pense que ça c'est tout. Merci beaucoup à tous pour participer. Merci Julien et aussi à l'équipe support, Team et Justin. Les replays sera disponible par email après le webinaire c'est terminé, aussi sur notre chaîne YouTube, bientôt dans quelques jours sur la chaîne. Et aussi, on va faire un recap des questions. Et je pense qu'on a répondu à toutes les questions, mais aussi on peut envoyer un petit recap, Julien. Oui, c'est ça. Oui, oui, avec plaisir. Ouais, ça peut Et nous permettre de mieux formuler nos réponses. Ouais. Ouais. merci beaucoup et je vous invite à nous suivre sur notre newsletter WhatsApp, s'inscrit pour avoir toutes les nouvelles des fonctionnalités, etc. Et merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.